Notre petit disclaimer habituel avant de commencer, donc c'est un avertissement, faites-vous votre propre idée, les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 74 et 89% des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. Les informations figurant sur ce site et sur cette chaîne ne s'adressent pas aux résidents de la Belgique et ne sont pas destinées à être diffusées ni à être utilisées par des personnes se trouvant dans un pays où une juridiction ou une telle distribution et utilisation serait contraire à la loi ou la réglementation locale. Bonsoir, bienvenue ce soir sur la chaîne Pépitor. Ce soir nous recevons notre broker de la City, Pierre. Bonsoir Pierre. Merci à toi, bonsoir Denis, et puis bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo. Voilà, donc ce soir on va faire une petite discussion, débrief de l'année 2020. On va voir où ça va nous amener, hein. Oui, voilà. C'est des vidéos, j'allais dire, un petit peu traditionnelles, hein. Quand on arrive à la fin décembre, souvent c'est ce qu'on fait, on fait une petite rétrospective, voir ce qui a influencé sur ce qui a justement eu un impact significatif sur les marchés, puis ce qui pourrait continuer d'avoir un impact pour l'année 2021. Donc voilà, je pense que c'était un petit peu l'occasion de faire une petite discussion détendue avec Pépitor. Voilà, donc 2020, on va commencer tout de suite. Le gros événement de 2020, c'est le signe noir. Alors, signe noir ou signe blanc, le Covid? Signe noir ou signe blanc au final, hein. J'ai envie de dire, on l'a pas vu arriver, personne l'a vu arriver. C'est pas une crise économique au sens de, comme par exemple on a vu en 2008 avec la fameuse crise financière, la crise des subprimes, qui était pour le coup complètement liée au système économique, hein, qui avait été américain, qui puis après a été exporté en Europe. Là, c'est vraiment une crise sanitaire à la base. Donc, on le disait hors antenne, je crois que c'était hier, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour le coup, a touché toutes les catégories socio-professionnelles. Ça a vraiment mis le monde au ralenti pendant un an. Ça a touché absolument tout le monde. Moi, je me rappelle qu'en 2008, la crise financière, je l'ai pas trop sentie finalement parce que j'étais encore à l'école. Moi, j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup de moyens déjà de base, hein, finalement. Donc, je l'ai pas trop senti. Par contre, le Covid, c'est vrai que ça a touché et les financiers, les traders, les investisseurs que nous sommes, mais également énormément d'autres corps de métier, positivement, bien souvent négativement. Mais effectivement, on peut pas faire une rétrospective 2020 sans parler du Covid. Ça serait complètement Donc le Covid, toi, tu l'as vu venir sur une dépêche Bloomberg début janvier ou début décembre, je me souviens plus, hein. Oh, ouais, absolument. Alors c'est un virus. La première fois que j'ai entendu parler de coronavirus, c'était justement, je revenais de vacances, c'était le début janvier, le 4 janvier, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je l'avais vu passer sur une dépêche Bloomberg qui disait que justement un nouveau type de coronavirus avait été découvert sur un marché, je crois, de poissons et de fruits de mer à Wuhan, et qu'il avait été découvert justement donc à la mi-décembre. C'est un marché d'animal vivant, je crois, plutôt, hein. Voilà, c'est pour ça. D'animaux, ouais. Ils vendaient j'ai vu des photos d'ailleurs. T'avais des super brochettes de chauves-souris, t'avais des chats, je te passerai la vidéo, tu vas voir. Il y avait un petit peu tout, j'imagine. Donc, en fait, c'est un virus qui a été détecté à la mi-décembre. Moi, alors c'est vrai que, comme j'ai dit, fin décembre, comme la plupart des gens, hein, j'étais de retour dans ma famille, chez des amis pour les fêtes. Et début janvier, j'ai vraiment entendu parler de ça. Donc, on va pas dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai tout vu ce qui allait se passer, ça serait un peu prétentieux de dire ça, mais ça a commencé à m'inquiéter. Parce que dans le monde globalisé dans lequel on vit, on se doute bien que un virus peut se propager de manière extrêmement rapide, hein, donc c'est d'ailleurs ce qui s'est passé derrière. Mais courant janvier, on n'a pas eu trop de mouvements sur les marchés. Alors c'est vrai qu'à la fin janvier, on a commencé, mi-fin janvier, on a commencé à voir des marchés qui commençaient à décaler un petit peu. Mais à l'époque,
on mettait beaucoup ça sur le coup justement de prise de profit qui avait eu lieu justement suite à une année 2019 incroyable. Pour ceux qui étaient sur les marchés actions en 2019, bon bah. Sauf les small, on en parlait hors antenne, sauf les small caps où les flux étaient différents finalement. Parce que les small caps, c'est descendu en ligne droite de l'été 2018 jusqu'au fin octobre 2019. Mais en ligne droite, tu peux pas t'imaginer. Et puis après, le 2 novembre, il y a eu un flux d'argent qui est rentré, je sais pas, les institutionnels, les fonds, je sais pas ce qui s'est passé. Mais de toute façon, on ne pouvait pas aller plus bas. Nous, dans le petit salon qu'on a, d'ailleurs, on est spécialiste small plutôt intraday. On était même parti faire des indices, quoi. Ah oui, complètement. Il n'y avait plus rien. C'était tout plus bactère. Il n'y avait plus de liquidité, il n'y avait plus rien de... Donc non, mais en tout cas sur les grosses caps, et puis on va parler même des indices en général. Pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui étaient dessus en 2019 était énormément rythmé par la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On parlait notamment, de Donald Trump qui essayait de négocier un deal. Enfin, c'était vraiment les deux plus grosses économies du monde en train d'essayer de négocier un deal, et ça avait beaucoup rythmé les marchés. Ça avait abouti justement à ce que, alors quelque chose qui maintenant est tout à fait, passe totalement inaperçu, en 2020 est totalement passé inaperçu à cause du Covid, c'est le fameux Phase 1 Deal, donc l'accord de phase 1, si on peut l'appeler ainsi, entre les États-Unis et la Chine qui devait rentrer en vigueur en février, courant février, si je dis pas n'importe quoi. Et forcément, après une année 2019 qui a vraiment terminé en performance incroyable pour pas mal de gérants, de voir les marchés corriger mi-janvier, c'était pas une grosse menace dans le sens où ça pouvait s'apparenter à des prises de profit et peut-être même justement à des gérants qui essayaient de diversifier, de se diversifier face à un risque, une incertitude, parce qu'à l'époque le Covid n'était pas encore une vraie menace, c'était plus une incertitude qu'autre chose. À partir de février, on a commencé à voir les quelques premiers cas en Europe. Là, ça commence à être autre chose. Les bourses sont terriblement dévissées. Le week-end après, le confinement en Lombardie. Oui, voilà, exactement. Le 20 et quelques février. Ça décalait de 5, 6, 8%, voire même 12% sur la journée. C'était vraiment une bérésina. Et ça a continué. Les marchés qui ont très fortement corrigé parce qu'en fait, comme je le disais hier, les investisseurs sont constamment dans le futur. Ils tradent en fonction du futur. D'accord ? Ils ne traitent pas en fonction d'un événement qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'au mois de février, quand les bourses dévissaient, les investisseurs se disaient « Oula, on va limiter notre exposition aux actifs dits risqués que sont les actions, parce que effectivement, ce virus qui arrive, peut-être que ça va provoquer des confinements, les confinements qu'on a vus par la suite, des chutes de la demande dans certains secteurs, et du coup, alors à l'époque, ils n'en étaient pas sûrs, mais les investisseurs cherchaient à se protéger contre justement ces risques-là. Et d'ailleurs, on le voit très bien parce que à partir du moment où les confinements ont été prononcés, alors moi j'étais à Londres à ce moment-là, et le confinement à Londres a eu lieu le 23 mars, si je dis pas de bêtises, et je crois qu'en France il a eu lieu quelques jours avant, un petit peu avant, et à partir de ce moment-là, la chute était terminée. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un exemple comme quoi les traders sont dans le futur. C'est-à-dire qu'au moment où on prononce le confinement, où on ferme les magasins, on interdit les gens de se déplacer, etc., c'est à ce moment-là que le marché se retourne à la hausse. Alors, bien évidemment, ça n'a pas été le cas pour toutes les valeurs. Je pense notamment aux valeurs fortement liées au domaine de l'énergie et celui du pétrole, qui ont continué à se faire massacrer. Et les loisirs aussi. Ouais, voilà. Des voyages et des loisirs. Et des valeurs liées à l'énergie. Donc qui ont continué à se faire massacrer quelques semaines après, voire même quelques mois après. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a eu les confinements. Donc là, les investisseurs, ce qu'ils sont dit, la raison pour laquelle les marchés sont remontés, c'est que voilà, ils ont commencé à partir de ce moment-là à pricer, donc à anticiper la sortie de confinement, la baisse des cas et la sortie de confinement. Surtout, ils ont commencé à introduire dans leurs attentes une réaction positive de soutien de la part des banques centrales et des gouvernements. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu une réponse sans précédent et pour la première fois, pour moi, c'est la première fois que je vois ça avec ma petite expérience, où on voyait vraiment des gouvernements agir conjointement avec des banquiers centraux. Christine Lagarde et l'ensemble des dirigeants européens ont joué le même jeu.
pendant que et ça, il y a eu la même chose aux États-Unis avec Jerome Powell et l'administration Trump, où justement l'ensemble des mesures étaient tournées vers un soutien envers l'économie. Alors les banquiers centraux ont fait ce qu'ils ont pu avec leur politique monétaire, avec les leviers dont ils disposent. Et puis les gouvernements, eux, ont plus joué justement sur l'aspect fiscal, j'allais dire, des choses. Donc les gouvernements ont allégé fiscalement la situation, les politiques monétaires ont mis en place des programmes de rachat d'actifs un petit peu semblables à ce qu'on avait vu post-crise de 2008, où c'est ce qu'on disait hier encore une fois, où justement, pour le mettre très simplement, c'est tout simplement la banque centrale qui injecte des liquidités dans le circuit économique, sur les marchés. Et c'est ce qui expliquerait, d'après toi, la reprise en V. Parce que pourquoi une reprise si brutale? Pourquoi pas une reprise plus lente, quoi? Parce que là, on a vraiment eu un creux en V, quoi. On a eu un creux en V parce que effectivement, forcément, l'impact du virus, il n'est pas négligeable. Je veux dire, pour le coup, il n'est pas du tout spéculatif. Ce qui s'est passé, les marchés pétroliers en sont un parfait exemple. C'est vraiment, il y a eu une chute de la demande. En fait, le Covid a créé un énorme déséquilibre sur les marchés. Je parle entre les différentes classes d'actifs, que sont les obligations, les matières premières, les actions, etc., mais à l'intérieur même des classes d'actifs. C'est-à-dire que l'année 2020, à cause du Covid, elle n'a pas été désastreuse pour l'ensemble du marché actions, parce qu'il y a eu des grands, voire des très grands gagnants de la crise du Covid. Alors moi, je fais partie d'une industrie, on va pas se vanter, on va pas se mentir, pardon. Ça nous a énormément profité, nous les brokers, cette situation 2020. Pourquoi? Parce que forcément, déjà, qui dit volatilité accrue, krach de marché, dit opportunité. Donc, des gens qui ont envie d'investir, des gens qui, par exemple, hésitaient à rentrer sur des titres comme Total ou Air France. Ils ont touché des points bas cette année, ils ont eu des opportunités assez sympathiques pour en rentrer. Bon, ils sont rentrés. Donc on a eu plus d'ouverture de compte. Là je fais une petite digression, c'est une question que tu me posais hier. On a eu plus d'ouverture de compte, donc plus de nouveaux clients, un flux de nouveaux clients. Et on a eu aussi une augmentation des flux existants, des clients qui étaient déjà chez nous. Parce qu'en fait, si tu veux, on prive les gens de vacances, on prive les gens d'activités. On leur permet plus d'aller dans les restaurants ni dans les bars, on leur permet plus. Il n'y a plus l'autosportif, il n'y a plus le PMU. Voilà, ouais, même les sports, voilà, comme tu le dis, ont été chamboulés. Il y a beaucoup de gamblers qui sont venus à la bourse aussi. Énormément. Et en fait, je pense que l'ensemble des industries en ligne, que ce soit la bourse, les paris sportifs, les achats en ligne, Amazon, les jeux en ligne, le divertissement en ligne, Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Ça, toute l'industrie qui est en ligne, ça fait partie vraiment des très grands gagnants de la crise du Covid, et je pense que c'est que le début, parce que ça souligne finalement la digitalisation de l'économie. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit à mes filles. Au début de la crise du Covid, j'ai dit on sort de l'ère industrielle, on rentre dans l'ère digitale. Et à ce moment-là, comme elles étaient toujours sur le téléphone, j'ai dit il faut qu'on fasse une chaîne YouTube. Et elle me disait, ouais, t'es trop vieux. J'ai dit, tiens, tu vas voir. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de monter la petite chaîne, quoi. C'est un peu un jeu par rapport à mes filles, quoi. Mais c'est vrai que là, pour moi, on est rentré dans vraiment, ça a accéléré l'entrée dans l'ère digitale. Complètement. Je pense qu'on avait déjà un bon pied dedans, mais qu'on s'en rendait pas forcément compte. Mais c'est vrai que là, le Covid, on va pas se mentir, la crise du Covid, Jeff Bezos, il a dû se frotter les mains cette année. Je veux dire, franchement, quand on ferme les commerces de proximité, on ferme tous les types de commerces, sauf les commerces en ligne. Bon je veux dire, franchement, c'était vraiment une aubaine. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir le prix des actions pour se rendre compte un petit peu de l'engouement. Dans la vie quotidienne, nous en Espagne, c'est ce que je disais hier, les containers sont dans la rue en fait, et chacun n'a pas sa poubelle. On a tous, il y a un container pour tout le monde, et tu as un container vert, un container carton, etc. Et le container carton, même s'il est vidé 2 fois par jour, il est à péter de carton d'Amazon, quoi. C'est vrai que quand on y pense, ils vendaient juste des livres eux, à la base, et maintenant on regarde. C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai reçu des chaises de cuisine. Amazon ? Ouais. Voilà. Super. Exemple parfait. Tous les jours, on reçoit de toute façon. Je sais pas ce qui se passe. Même le dimanche. Je sais pas si tu as vu. Oui, on les a reçus dimanche, ouais. Mais des fois, je me demande si on fait pas un point relais Amazon parce que je sais pas ce que fait ma femme. Et moi, tous les jours.
Tous les jours, il vient, le gars, quoi. Il faudrait que je surveille ça, d'ailleurs. Hein. Ah non, non, mais c'est... Ouais. Mais non, effectivement, donc voilà, il y a eu des grands gagnants, des grands perdants. Évidemment, les grands perdants, on l'a dit, hein, le secteur, les restaurateurs en première ligne, le secteur des voyages, du tourisme, les transporteurs, etc., les valeurs pétrolières. On a également eu le fameux mois d'avril avec le pétrole à moins $40 dont on parlait hier. Ça a été vraiment, je pense que ce Covid-là, il a vraiment marqué, il a exacerbé, enfin il a pas exacerbé, mais il a, on va dire, souligné vraiment le caractère digital que prenait l'économie à mesure qu'on avançait dans le temps, tout simplement. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a eu le creux en V, quoi. C'est les GAFAM qui ont tiré les autres. Moi, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. Je pense sincèrement que, alors, ce qui a provoqué ce creux en V, c'est que déjà, effectivement, il y a eu de gros déséquilibres de marché qui sont apparus suite au Covid, donc des réactions très brutales à la baisse des investisseurs dans un premier temps. Et puis après, si tu veux, je pense que les investisseurs ont été énormément satisfaits des réponses collégiales qu'on a eues entre les banques centrales et les gouvernements, mais c'est surtout quelque chose qui s'est passé au niveau mondial. Je veux dire, toutes les zones économiques ont réagi. Ça a réagi en Asie, ça a réagi en Europe, et puis ça a réagi aux États-Unis aussi. Encore hier, on recevait l'info comme quoi il y avait une approbation d'un plan de 900 milliards aux États-Unis, chose qui d'ailleurs a bien contribué à tirer les indices européens à la hausse dans la journée. Donc c'est vraiment, je pense que si tu veux, les investisseurs, ils traitent beaucoup avec justement ils traitent pas tant avec les chiffres qu'avec de la sémantique. C'est-à-dire qu'ils veulent être rassurés. La chose dont un investisseur a le plus horreur, c'est l'incertitude. D'accord ? S'il sait que ça va descendre, il est en lui, il se met short et puis terminé. Voilà. Si il est acheteur ou il est en dehors du marché et qu'il y a plusieurs leviers baissiers, haussiers qui se combinent, il sait pas trop où ça va, il manque de visibilité à court ou moyen terme, là il va avoir tendance à justement, alors vu que c'est un investisseur actif, parce que je parle vraiment de ceux qui font bouger les cours, hein, dont c'est le métier d'investir, que ce soit en prop trading ou dans un fonds, il va rester investi. Donc il va retirer l'argent qu'il a, enfin l'exposition qu'il a sur les actifs risqués pour aller le rediriger ailleurs. Il va pas juste rester en dehors du marché. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu voir l'or remonter à $2000, les actifs dits refuges prendre énormément de terrain. Le dollar américain qui a été massacré aussi cette année. Donc je pense que oui, voilà, c'est vraiment. Et pourquoi il y a eu le creux en V, et après tout le monde attendait la deuxième jambe. Et la deuxième jambe de baisse n'a jamais eu lieu, et on a eu un très long range depuis le mois de juillet. Et pourquoi on n'a pas eu de deuxième jambe, en fait? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pensait que ça allait descendre, les banques centrales ouvraient les robinets, ou comment c'était passé? Moi, je pense que, alors, je vais parler par rapport à mon expérience personnelle, c'est vrai que j'avais commencé moi-même, à tort hein, d'ailleurs, ça s'est vérifié derrière, à anticiper une deuxième jambe à partir du mois de juin, quelque chose comme ça. Où justement, parce que je me suis dit, on sortait des confinements à ce moment-là en Europe, autour du 20 juin, et je me suis dit, voilà, les chiffres sont repartis à la baisse, les chiffres d'infection, je parle par rapport au coronavirus, sont repartis à la baisse, et puis là c'est l'été, les gens vont vouloir sortir, ça va repartir à la hausse, et puis il va y avoir une deuxième vague. En fait, c'était même pas tant le contexte macro, c'était plus techniquement que je l'attendais, cette deuxième vague, parce que on avait touché le point... un point d'équilibre, un plus bas finalement, grosse réaction haussière, et puis après, c'est exactement ce que tu as dit, on a des volumes qui se sont tassés à mesure qu'on rentrait dans la période estivale, et puis une tendance qui restait à la hausse, hein, on avait des plus hauts et des plus bas qui restaient de plus en plus hauts, si tu veux, mais qui s'enregistraient avec de moins en moins de force, de moins en moins de puissance, donc on était sur un mouvement haussier qui ralentissait, et après ça, moi j'anticipais au moins une correction, peut-être pas forcément une grosse deuxième jambe, mais au moins une correction... au moins de 38 ou de 50%, quoi. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que effectivement il y a une chute un petit peu des volumes quand on est rentré dans la période estivale, ce qui est logique aussi, c'est traditionnel, hein. On a moins d'investisseurs actifs,
Enfin traditionnellement hors période Covid évidemment. Et du coup, j'attendais vraiment cette deuxième vague. Ça n'a pas eu lieu. Je pense que le marché a à la fois continué, enfin le sentiment de marché a à la fois continué d'être soutenu par la situation des banquiers centraux, parce que ce qui s'est passé, c'est que les mesures, il y a eu tout un tas de mesures qui sont arrivées au cours des 6 derniers mois. On avait la Banque centrale, qu'elle soit en Europe ou la Fed des États-Unis, qui tenait des discours. Je parlais des chiffres tout à l'heure, mais la sémantique des banquiers centraux est extrêmement importante. C'est d'ailleurs pour ça que les cours bougent généralement le plus pendant la conférence de presse plutôt que pendant l'annonce des taux. Je pense que les banquiers centraux ont adopté un ton extrêmement rassurant. Moi, j'ai pu entendre Christine Lagarde qui a dit qu'elle ferait, et Jérôme Powell qui dit, tous les deux disaient qu'il ferait ce qu'il faudrait pour soutenir l'économie. Qu'il n'y avait pas de limite. Voilà. En plus, il y a eu, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler des packs des packs d'aide aux États-Unis, des plans de relance aux États-Unis assez conséquents, assez historiques même. Donc qui ont continué aussi d'alimenter le sentiment de marché, mais je pense aussi qu'à ce moment-là, c'était plus justement la perspective des vaccins déjà qui commençait à faire parler d'elle, même si dans la tête des investisseurs on savait pertinemment qu'un vaccin n'allait pas pouvoir se développer en quelques mois et que de toute façon ça allait devoir prendre du temps à obtenir, pour ces entreprises comme Biopharma, BioNTech, AstraZeneca, Pfizer, etc., pour obtenir les autorisations. Et ensuite, pour distribuer derrière le vaccin, ça allait prendre du temps. Mais à partir du moment où allé vite, quand même, ils sont allés vite. Moi, je pensais pas, hein. Super vite. Je pensais pas avant l'été. Je pensais pas que le vaccin aurait été disponible avant l'été 2021. Ouais, alors c'est vrai que j'avoue que j'étais un petit peu dans le flou moi-même. Je manque d'expérience dans le champ scientifique. J'ai cru comprendre que normalement, ça prenait énormément de temps quand même pour développer un vaccin. Surtout pour les tests, quoi. Bah ouais, mais là, tu l'as vu aux États-Unis, par exemple, Donald Trump qui a accéléré justement les processus de tests et d'approbation, etc. Enfin, c'est un vaccin qui a été développé un peu à la hâte, je pense. Je suis pas en train de dire qu'il marche pas, attention. Moi non plus, hein. Non, de toute façon, AstraZeneca, le vaccin AstraZeneca, il marche, hein. Ils ont vacciné que des gens qui ont moins de 55 ans. Ouais. Donc ça marche. Alors on verra après, hein. Et là maintenant, il essaye d'abord dans les maisons de repos, chez les retraités. Ouais. Donc, si ça... il commence par les personnes les plus vulnérables. C'est un peu le même cas qu'on a ici au Royaume-Uni, où le gouvernement, je crois qu'on a été le premier pays européen, parce qu'on est bientôt plus européen ici, à avoir justement introduit le vaccin dans la population. Et ils ont commencé par justement les personnes à risque, les personnes les plus âgées, en maison, comme tu viens de dire. Ouais. Voilà, je pense que les gens comme nous, ce sera pour plus tard, à mon avis. Quand on sera sûr que ça marche. Oui, ouais. Après, écoute, on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire. J'ai lu ça, que Twitter enlevait toutes les fake news qui disaient que le vaccin avait des effets secondaires. Twitter efface tout. Ouais. C'est après ça, franchement, moi on peut parler de marché toute la journée, hein, Denis, mais en vaccin, en scientifique. Ouais. Moi, à partir du moment où t'es pas scientifique, je pense que c'est compliqué d'y voir vraiment clair dans cette histoire. Même si c'est scientifique, parce que, à mon avis, vu comme ils nous balancent à droite à gauche, ils doivent pas comprendre grand chose non plus. Ouais, mais d'ailleurs, justement, la crise entière du Covid, ça a été le symbole d'une incompréhension un peu générale. Je pense même, sans parler de développement. Ça a été un coup de pied dans le cul à l'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu qu'en fait, on était complètement à côté de la plaque, quoi. Ah oui, mais t'as qu'à voir la manière dont les gouvernements ont réagi. Je veux dire, regarde, nous par exemple, le service sanitaire, le service sanitaire, tout ça, on voit qu'en fait, on a mis l'argent là où il fallait pas, quoi. En plus, je sais pas, on le savait depuis décembre qu'il y avait un virus en Chine. Et la grippe aviaire, on le savait il y a 4 ans. Ouais. Non, mais il y en a eu, hein. Il y en a eu des trucs, mais là, quand même, je sais pas, Bon, je sais pas. Je veux pas critiquer, parce que c'est vrai que pour un président, pour un gouvernement, une pandémie, ça doit être compliqué à gérer, bien évidemment. Mais il y a des choses qui sont quand même pas super compréhensibles. Pour moi, ils ont pris une mitraillette pour tuer une mouche, quoi. C'est-à-dire, allez, personne ne sort. Alors que si on faisait des tests, ceux qui sont négatifs, ils sortent. Les personnes qui sont avec les personnes âgées ou les personnes à risque ne sortent pas, etc. Non, là c'est... Non, allez, tout le monde.
Ouais, Les grands, les petits, les blancs, les noirs, les vieux, les jeunes, les beaux, les laids, tous quoi. parce que en fait, les gouvernements étaient tiraillés entre deux feux. Ils devaient d'un côté protéger la population et prendre les mesures adéquates pour lutter, pour essayer de contenir le virus, mais d'un autre côté, il y a une pression économique Bah qui est oui. pas. Je veux dire, c'est quand tu prives quand tu prives les gens de sortir de chez eux, mais il y a des pans entiers de l'économie qui s'arrêtent. Je veux dire, Ouais. comment font les restaurateurs, comment font les petits commerces, comment. Alors on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Nous Jeff là, on a fait Bezos. le. Là en ce moment, il y a une nouvelle mesure contre les restaurateurs là. C'est que les restaurateurs ont le droit d'ouvrir de 7 à 9 et de 13h à 15h30. C'est-à-dire qu'en fait, le C'est à gouvernement a neuf. décidé avec le Covid que le Covid était inactif à partir de 9h du matin, quoi. De 7 à Bon, 9, il est inactif, voilà. Non, mais ouais, ouais, on le trouve dans un truc aberrant, quoi. ouais, Aberrant. c'est aberrant. C'est Soit on aberrant. ferme, soit on ouvre, quoi. Mais on ouvre de 7 à 9, Ouais, c'est pas, c'est non, c'est pas aberrant. possible. C'est Hmm. pas possible. Donc bon, écoute, ça après, Bon. comment les pays l'ont géré, ça c'est des discussions politiques. Enfin, ça pourrait être d'autres débats si tu veux, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est justement par rapport à l'aspect un peu financier, et le rôle Oui. qu'a joué justement le virus et la réaction des États, des banques centrales sur les marchés. Bon, on s'aperçoit aujourd'hui quand même qu'on est en train de clôturer un trimestre. Là, on est à la toute fin 2020. On est en train de clôturer un trimestre qui est plutôt bon. Si je regarde vraiment les performances des indices principaux, alors toi, peut-être que tu auras un autre discours sur les small caps. Non, 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 ça Ou... a explosé. Ouais, voilà. Cette année, ça a rattrapé tout le retard que ça a pris. Ça a explosé. On a des small qui ont fait x10, x3, Ouais, x10. voilà. Explosé. Bah, là, regarde, sur les indices européens, on est revenu au niveau pré-Covid. Sur les indices américains, on a Hmm. largement dépassé. Quand je regarde le Nasdaq, on est encore presque 2 fois plus haut. Enfin, c'est complètement fou. Et c'est vrai que les valeurs technologiques, pour le coup, c'est vraiment, c'est là, on s'aperçoit vraiment c'est devenu même plus spéculatif qu'autre chose. Hein. Quand je Hmm. vois des valeurs comme Tesla avec des PE à plus de 1000, enfin, c'est Hmm. complètement fou. Mais ouais, effectivement, là, on a clôturé un très bon trimestre. Finalement, on fait une année à quasiment zéro. Hein. On a quasiment tout rattrapé sur la plupart des indices. Maintenant, les vaccins sont là. Les vaccins ont commencé à être distribués. Donc, la même chose que je disais tout à l'heure, les investisseurs sont dans le futur. Ils pricent déjà la fin de la crise. C'est ça qui se passe en fait. C'est que là, les investisseurs se disent, ok, les vaccins sont là. Donc maintenant, peu importe ce qui se passe, même si les chiffres du virus continuent à monter, c'est pas grave parce que il y aura de moins en moins de lockdown, de mesures de confinement, puisque finalement il y a un vaccin. Donc à partir du moment où on a une solution qui marche, si elle marche, parce que à l'heure où on parle, on en parlait encore hier, il y a une nouvelle souche du virus qui a été découverte à Londres en fin de semaine dernière. Si ça se trouve, le vaccin ne marche pas. Il n'y a aucune raison de penser que Bon, ça là, va le si ça faire. Mais... marche pas. Ah, ben là, si ça marche Non, mais pas. là, de toute façon, ça marchera. Hein. Même si ça marche pas, ça marchera. Hein. Parce qu'on peut pas le dire. C'est la fin de tout, quoi, si on dit que ça marche pas. Ah, si ça marche pas, là c'est Hmm. compliqué. Là c'est compliqué, ça veut dire que ça va être comme la grippe traditionnelle finalement, où chaque année il faut un vaccin, Voilà. faut voilà. Donc Mais la grippe, c'était ça, la grippe espagnole a tué entre 1918 et 1920, je sais pas combien ouais, de millions de personnes. Et ouais. maintenant, la grippe, il y en a tous les ans, mais bon, c'est pas aussi virulent que la première. Hein. Non, bah la grippe espagnole c'était quand même quelque chose, hein, le coronavirus. D'ailleurs, on a de la chance quand même que ce coronavirus, il y a quoi? Il y a 3% de morts, je crois, dans le Je monde sais entier plus. au Hmm. total. On a de la chance que ce soit pas Ebola ou la grippe Ouais. espagnole, parce que là, effectivement, Ouais. ça aurait, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui l'auraient pris au sérieux aussi, à mon avis. Mais bon, en tout cas, ce que cherchent les investisseurs maintenant, c'est, tu t'en parlais hier d'ailleurs, je crois que c'était hors antenne, c'est l'immunité de masse, je crois que tu avais employé le terme. Alors ouais, j'ai vu l'autre jour à la télé, il y avait une interview de trois spécialistes. Ouais, Alors le premier disait qu'à partir de 50% de vaccination, il y aurait une immunité de masse. Le deuxième disait à partir de 60 et le troisième disait à partir de 80. Donc encore une fois, ouais, ouais. c'est Moi j'avais difficile vu de voir. 70 aussi, ouais. Hmm. Donc ouais. Écoute, je sais pas, moi je pense que ça devrait être logique, effectivement, à partir du moment où il y a beaucoup de gens, enfin le plus
plus de vaccins on a de distribuer justement, et moins le virus pourrait circuler facilement. Ça fait moins d'autres potentiels. Maintenant, bon, ouais. Maintenant, la question à $1 million, c'est comment on va rembourser tout ça, quoi. Parce que justement, là, si la bourse, elle commence à pricer le futur et elle commence à pricer de comment on va rembourser tout ça, là, on peut avoir la deuxième jambe, quoi. Alors ça, c'est une très très bonne question, Denis, et je pense même que ça va faire partie des plus gros market drivers pour 2021. Alors peut-être pas sur le premier semestre, parce qu'on n'est pas non plus sorti de la crise, hein, même si les investisseurs pricent déjà la sortie de crise, on n'est pas encore sorti. Mais effectivement, si par exemple, demain il s'avère que le nouveau vaccin est il est très efficace par rapport au nouveau virus, l'ensemble des vaccins distribués par les pharma qu'on connaît, AstraZeneca, Pfizer, Biopharma, etc., fonctionnent. Voilà, s'ils fonctionnent, bon bah on est bon. C'est-à-dire que ça prendra le temps que ça prendra, mais déjà on s'oriente vers la sortie de la crise. Maintenant, effectivement, je pense qu'en 2021, le trader, il va se poser plusieurs questions. Il va se dire quels sont les plus gros market drivers. Je pense. Alors, on va mettre les pieds dans le plat direct, hein, puisque tu viens de le citer. Quid justement du programme de rachat d'actifs des banquiers centraux, parce que là on est en train de parler, c'est bien gentil, les marchés montent, c'est bien, on a des gérants, des gestionnaires qui vont clôturer 2020 avec zéro perte, voire même un peu de gain s'ils ont été habiles. Maintenant, faut pas oublier quand même que lorsqu'une banque centrale vient à l'aide d'une économie, à l'aide d'un ce qu'on appelle un quantitative easing, où justement, pour le mettre grossièrement, elle injecte des liquidités dans le circuit économique, enfin dans l'économie, le succès d'un quantitative easing, il se mesure pas au moment où justement la banque centrale, elle rachète des obligations. Elle injecte de l'argent dans l'économie. Il se mesure au moment où la banque centrale, elle arrive à récupérer cet argent, parce que c'est pas de l'argent qui est, l'argent ça pousse pas sur les arbres, quoi, normalement. Parce qu'il faut rappeler que la BCE, c'est privé, c'est une entreprise privée en fait. Bah, la Fed, la BCE sont des entités. La Fed, pardon, la Fed. La Fed, c'est une entité privée. Ouais. Oui, elle est dirigée absolument par des dirigeants privés. C'est pas du tout un complot. C'est normal en fait que ces institutions-là soient séparées si on de peut l'État. dire, si on peut dire non, finalement tous les États vont se mettre d'accord pour dire on annule la dette. Non, parce que c'est pas de l'argent de l'État, c'est de l'argent privé en fait, l'argent qui est mis sur le. Ça n'arrivera pas. C'est vrai que j'ai entendu au cours des dernières années, depuis la crise de la dette grecque en fait, depuis la crise grecque plutôt, cette idée justement qu'on pourrait annuler la dette de certains États. J'y crois pas. J'y crois pas. Pour une simple et bonne raison que ça ferait s'effondrer complètement le système actuel. Parce que tout le monde ferait n'importe quoi, tout le monde ferait ce qu'il veut. Oui, à partir du moment où on dit non, tu peux emprunter de l'argent vaut plus rien. Tu peux ne plus le rembourser, on annulera ta dette, c'est pas grave. À ce compte-là, il est où l'intérêt du prêteur? Il est où l'intérêt justement de l'investisseur? Faut juste être une banque dans ce cas-là. Il n'y a que les banques qui arrivent à faire ça. Ouais. Non, c'est pour ça, moi, j'y crois pas. De toute façon, regarde, t'as qu'à voir même les industries développées, la France, les États-Unis qui ont, je veux dire, chaque année, ils reculent constitutionnellement, le seuil limite acceptable de dette, si tu veux. Donc c'est pas pour rien, je veux dire. Tous les pays riches sont endettés, la dette ça fait partie de nos sociétés, et si on commence à les annuler, c'est le début de la fin, quoi, du système actuel tel qu'on le connaît, ou alors à moins qu'on les annule, mais qu'on s'oriente vers quelque chose d'autre. Mais si on les annule purement et simplement, non, ça ne se fera pas, parce que déjà... Tu veux parler du reset Voilà, de l'idée du reset, ouais, effectivement. Mais ça n'arrivera pas, puisque comme tu le dis, justement, c'est les gens qui pourraient l'annuler ne le feront pas, parce que c'est à eux qu'on doit de l'argent, principalement. Donc, bien sûr que non. Je pense que les États iront se servir. Les États, sous couvert justement de programmes d'aide pour aider les populations, leurs économies, solidarité, etc. Ils vont dire, écoutez, moi je me mets à la place d'un chef de gouvernement, si je vois que j'ai dû dépenser tant de millions, voire de milliards pour aider telle ou telle industrie, et que je vois en contrepartie qu'il n'y a jamais eu autant d'épargne chez les Français, je vais aller taper dans l'épargne. Tu vas pas dire des amis là, parce que la plupart de nos auditeurs sont quand même des investisseurs, donc des épargnants normalement. Non, mais alors attention. Donc tu es en train de leur dire, faites gaffe, l'État vient venir se prendre de l'argent sur votre compte, quoi.
Bah moi, Denis, moi je suis d'accord avec attends, toi de toute façon, hein, c'est ce qui va se passer. je parle pas, je fais pas campagne, hein. Je cherche Ouais. pas à me faire élire, mais je regarde les choses de manière comptable, un peu comme si un président était un chef d'entreprise. Alors bien évidemment, je mets de côté toutes les tu vois, toutes les caractéristiques sociales, les problèmes sociétals que ça pourrait engendrer. Mais vraiment, si je regarde sur le plan comptable, moi je suis chef de gouvernement, j'ai dû aider les industries, j'ai dû dépenser de l'argent, j'ai des pertes. Je vois que les Français en attendant, bon bah ils ont fait qu'épargner. Bah ouais, je vais être tenté d'aller taxer cette épargne. Et en plus, je sais que même s'il y aura des gens dans la rue, je sais que ce sera justifiable parce que j'ai une crise qui m'a permis de le faire, quoi. J'ai le Covid, voilà. Donc et ça pourrait même diviser les Français, enfin je dis les Français, mais les gens entre eux, parce que ceux que tu vas aider, eux ils vont être contents que tu le fasses, et ceux que tu vas taxer, eux ils vont être un petit peu moins contents. Maintenant, reste à savoir si justement ça va pousser certains épargnants, certains contribuables à aller s'exporter ailleurs. Est-ce que ça va être une action qui va être suivie un petit peu comme ce qu'on a vu pendant la crise du Covid, où l'ensemble des nations ont répondu d'un élan commun justement dans des mesures de soutien aux économies? Je sais pas, c'est dur à dire. En tout cas, sur le plan comptable, moi, c'est ce que je ferais. Je ferais alors soit ça, soit j'irais taxer l'épargne, soit j'irais taxer les investissements, remettre au goût du jour les fameuses taxes sur les transactions financières, ou alors justement inciter l'immobilier aussi. C'est le plus facile à taxer l'immobilier, parce que l'immobilier il est là pour transformer de l'immobilier en cash, il te faut 6 mois. Et l'immobilier, là, non, mais il y a des solutions. Ou alors tu peux, au lieu d'aller taxer directement l'épargne des Français, tu peux les encourager à dépenser cette épargne, à la réinjecter dans le circuit économique en faisant des investissements, en faisant, je sais pas, en faisant des crédits d'impôt sur des investissements, comme ils font avec les énergies vertes déjà, je sais pas. Ça, je laisse ça aux politiques. Moi, je suis pas président, mais vraiment, de toute façon, il faudra que quelqu'un paye. L'addition, elle va être salée et il faudra que quelqu'un la paie. Donc, on va voir. Moi, le problème de la crise de la dette qu'on évoquait hier, je pense qu'il va pas surgir en 2021. On est déjà en 2021. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre encore quelques années, mais effectivement, le problème va se poser à un moment donné, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette dette? Les États s'endettent, les banques centrales injectent massivement. On a l'impression aujourd'hui que le marché ne peut plus monter s'il est plus soutenu par la banque centrale. C'est triste, hein, quand même. Hein. Je veux dire, c'est comme un camé qui a besoin de sa dose, quoi. Voilà, il a besoin de son quantitative easing, de son programme de rachat d'actifs. C'est avec toi qu'on avait discuté de ça en disant qu'on va arriver comme au Japon. Au Japon, on est à 0,00 en fait. Il n'y a pas de croissance. Il y a 0% d'intérêt parce qu'en fait, ça vit sous perfusion, quoi. Ouais, ça vit sous perfusion. Alors, c'est vrai qu'au Japon, c'est un peu différent parce que le Japon est un pays extrêmement endetté. D'ailleurs, ça se voit, hein, je veux dire, moi qui étais au Japon l'année dernière, même pour acheter un Coca dans un petit combini, on te demande si tu veux le payer en plusieurs fois ou avec une carte de crédit ou machin. C'est complètement fou. C'est un pays extrêmement endetté, mais l'avantage, c'est que la dette est essentiellement détenue par les Japonais eux-mêmes, en fait. Donc, il y a une espèce de statu quo, de contrôle. Alors, c'est vrai que on pourrait débattre longuement de la politique monétaire les fameux Abenomics, hein, de Shinzo Abe. C'est compliqué. Le problème de la banque centrale, c'est qu'aussi du Japon, c'est qu'aussi c'est une monnaie qui fait que s'apprécier, un petit peu à l'instar du franc suisse. J'en parlais d'ailleurs sur la dernière vidéo sur la chaîne Pépitor, justement, où on parlait du forex. Le yen continue, c'est vraiment une monnaie. Valeur refuge. Ah oui, complètement. Là où tu vois, par exemple, une monnaie comme le dollar américain peut tantôt adopter le statut de valeur refuge, parfois de valeur un peu risquée. Voilà, c'est un statut qui peut changer. Le yen japonais, c'est... Enfin, moi, honnêtement, un très bon thermomètre, quand je veux savoir si les investisseurs sont en mode appétit pour le risque ou pas, j'ai juste à regarder l'USD-CHF ou l'USD-Yen. Juste, je regarde comment il évolue et je sais dans quel sens sont les investisseurs. Donc, voilà, c'est compliqué. En tout cas, le problème de la dette, il est différent dans tous les pays, mais il faudra qu'il se règle à un moment donné, ça c'est certain. Je pense que pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les piliers, enfin vraiment les market drivers qui vont jouer un rôle fort sur 2021, ça va être ça.
quid justement des politiques des banques centrales? Est-ce qu'on va connaître un revirement des flux sur les marchés boursiers dès lors que les taux vont commencer à remonter? Parce que c'est vrai qu'on est dans un environnement plutôt négatif aussi en Europe, faut pas l'oublier. Donc ça c'est vraiment un des leviers qui va jouer son rôle. Je pense qu'il y en a un autre qui commence aussi à être un peu sur toutes les lèvres, c'est parce qu'on a eu des élections américaines là au mois de novembre, c'est quid justement de l'administration Biden? Que va faire l'administration Biden? Alors tu le disais hier ou ce matin, je sais plus, quand on discutait, que c'est vrai que Joe Biden a été un peu pressenti comme quelqu'un on va dire... ouais, c'était un peu les globalistes contre les souverainistes. Voilà, globaliste. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont anticipé le fait que Joe Biden pourrait, et d'ailleurs il l'avait dit dans sa campagne, il voudrait renégocier le deal que Donald Trump avait fait avec la Chine et qu'il voulait renégocier un deal sur le nucléaire iranien. Ça, c'est des très belles choses et c'est très bien de dire ça pendant la campagne. Je pense qu'il y a énormément d'investisseurs qui attendent beaucoup de ces deals-là. On attend beaucoup de voir comment l'administration Biden va justement gérer un deal avec Xi Jinping et le reste de Pékin. On va voir, et puis avec Téhéran aussi. Mais là, d'ailleurs, on a pu voir que, je crois que c'était début décembre ou fin novembre, quand Joe Biden a dit qu'il n'était pas pressé de renégocier les accords avec la Chine, on voit que ces marchés ont dévissé. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est vrai, parce que c'était juste c'était pas un tweet, c'était juste un commentaire, je crois, sur une chaîne de télévision américaine. Mais on voit que ça avait corrigé. Donc ça, je pense que c'est un des... Là, les investisseurs, et je pense que le reste du monde reste encore beaucoup bloqué sur le Covid, parce qu'il y a cette incertitude, il y a la nouvelle souche, il y a des données qui remontent un peu de partout. Là, on est dans un contexte un peu particulier en Europe. Moi, je suis à Londres, j'ai le droit de voyager nulle part. Il n'y a aucun pays européen qui autorise les vols. Justement, si, il y a des vols qui sont arrivés aujourd'hui en Espagne. En Espagne, on peut. Ah, en Espagne, on peut. Ils ont toujours pas interdit en Espagne? Non, il faut avoir une PCR négative de moins de 72 heures. Ouais, voilà. Ce qui est logique aussi. Ok. Et oui, il y a des gens qui sont arrivés, on peut revenir. Oui. Donc voilà, je pense que il y a ce problème de la crise de la dette. Enfin, de la crise de la dette. Et si on parlait un peu du grand flop de l'année 2020, qui était le Brexit, parce que tout le monde disait que ça allait être le gros problème, et finalement... il n'y a rien eu. Enfin, j'ai vu les informations à midi et il y a une queue à Douvres, je crois, de camions qui peuvent pas sortir depuis dimanche. Oui, mais ça c'est pas lié au Brexit, c'est lié à la pandémie. Mais par contre, c'est la pandémie, je croyais que c'était le Brexit, d'accord. Oui, mais par contre, ça donne un avant-goût de ce que va être le Brexit en fait. Parce que ça, au 1er janvier, enfin dans une semaine, un peu plus d'une semaine, dans 10 jours, je veux dire, c'est une situation qu'on pourra retrouver s'il n'y a pas de deal, quoi. Et pour l'instant, je veux dire, il n'y a pas de deal. On en parlait lors d'une des vidéos qu'on avait faites sur la chaîne Pépitor au sujet du Brexit. Ça y est, là, on y est. Le référendum a eu lieu en 2016. Là, on est fin 2020. Vraiment, s'ils négocient un deal dans la dernière semaine, là, on est dans les arrêts de jeu des prolongations. C'est complètement fou ce qui se passe. Donc, il peut pas y avoir une continuité en disant on continue. On a le libre échange, libre circulation des personnes et des monnaies et des marchandises, et on discute après. Ça peut être un deal, ça, ou pas? Je pense pas, parce que y a trop d'argent sur la table. C'est-à-dire que le gouvernement, si toi par exemple, imaginons que tu sois dans l'équipe de Michel Barnier, tu proposes ça aux Anglais, les Anglais ils vont te dire on est d'accord, vous nous gardez un accès au marché commun, mais on veut plus payer la participation à l'Europe. Donc tu vois, les Anglais ils sont comme ça aussi. Ils veulent rester à la table, c'est ce que je disais pendant la vidéo, ils veulent rester à la table, enfin non, ils veulent sortir de la table en gardant les mêmes avantages que s'ils y étaient. C'est pas possible. Moi je pense pas qu'on arrivera à un accord. D'ailleurs, je réaffirme ce que j'avais dit dans cette vidéo Brexit sur ta chaîne, où la vraie surprise, ça sera un deal. Moi je te le dis clairement, si demain ils annoncent un deal, mais tu vas voir la livre sterling s'envoler. Parce que la deal, c'est quoi en fait? C'est l'Europe qui demande aux Anglais de payer l'ardoise. Pour continuer d'avoir les mêmes échanges favorisés, etc. Les mêmes avantages. Les mêmes avantages, c'est de payer la note, quoi. Il y a une note qui leur est présentée, il dit vous payez ça et on continue. Non, c'est pas exactement ça, c'est plus un échange de bons procédés en fait. Par exemple, c'est ce que je disais dans ta vidéo, par exemple, un des problèmes qui illustre bien,
c'est ce qui se passe au niveau des droits de pêche, où on a justement le Royaume-Uni qui refuse l'accès à ses mers aux bateaux européens, aux bateaux de pêche européens, parce que voilà, dorénavant c'est leur territoire, voilà, c'est à eux. Mais d'un autre côté, bon bah l'Europe qui dit au Royaume-Uni, bon bah oui, mais si vous nous donnez pas l'accès, eh ben on vous donne pas accès au marché européen sur lequel vous vendez vos propres poissons. Voilà. Et là, et eux, les Anglais, ils veulent conserver cet accès au marché européen. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et c'est un peu ça. Donc ce qui se passe, c'est que en gros, si je devais vraiment le simplifier, c'est que les Anglais, eux, et c'est une position quand on est anglais, elle se défend si tu veux. Ils veulent ils veulent continuer à avoir accès au marché européen, mais sans être sous la coupe entre guillemets de Bruxelles et sans avoir de contraintes liées à Bruxelles. Sauf que tu peux pas faire partie du marché, avoir un accès au marché européen et donc avoir des concurrents européens et ne pas être soumis aux mêmes règles que ça crée de la concurrence déloyale. Donc c'est en ça que c'est un problème. C'est pour ça le problème du Brexit, qu'on se comprenne bien, c'est pas juste deux nations qui sont trop fières pour négocier l'une avec l'autre. C'est pas ça, c'est que c'est un problème épineux économiquement, c'est très difficilement soluble. Mais bon, ça a eu impact zéro cette année sur la bourse. Hein. C'est-à-dire que là, on est à 10 jours de la fin de l'année et il y a un no deal, mais la bourse s'en fout, quoi. Le mal est fait. Je pense que vraiment, ce qui s'est passé, enfin, le plus gros de l'impact, il a eu lieu dans les 6 mois qui ont précédé le référendum et le mois ou les quelques semaines qui ont suivi le référendum. Voilà. À partir de là, le mal était fait. Un an après, on avait déjà les premières banques comme HSBC, comme Barclays qui commençaient à délocaliser des parties significatives de leur staff, notamment à Francfort ou à Paris. Donc là, regarde, ça fait 4 ans que ça a été prononcé, ça fait 4 ans qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. L'ensemble des investisseurs, ils savent maintenant. Je veux dire, regarde, moi par exemple, pour parler de ce que je connais, je suis broker pour Active Trade. Bon, bah Active Trade, on a dû réagir aussi. Nous, notre siège, il est ici à Londres, mais on a ouvert une antenne au Luxembourg pour pouvoir continuer à servir nos clients européens, si tu veux. Chose qu'on pouvait déjà faire un petit peu avant parce qu'on avait déjà des bureaux à Milan par exemple, mais c'était vraiment des petits bureaux où il y avait plus des équipes juridiques qui s'occupaient de la conformité avec le régulateur plutôt que vraiment toute l'équipe de service client et d'ouverture de compte, etc. Donc et l'ensemble des courtiers, hein, CMC, IG, tout le monde a dû transférer sa clientèle en Europe, enfin avec des bureaux européens. Donc je pense que vraiment ce qui créerait la surprise, ça serait un deal. Je suis même pas sûr, mais alors là je m'avance un peu. Je suis sur ta chaîne, j'en profite, Denis. Mais il y a peut-être même une possibilité d'avoir un Royaume-Uni qui se transformerait en un espèce de paradis fiscal, du coup. Je veux dire, théoriquement, c'est possible. Parce que si le Royaume-Uni ne négocie aucun accord avec l'Europe et qu'il décide, bon bah, on veut plus être soumis aux règles européennes, on veut plus être soumis à l'ESMA, on veut plus être soumis au GDPR, on veut plus être soumis à tout ça, et qui veulent garder quand même du business chez eux, ils pourraient être amenés à créer des conditions fiscales favorables pour garder du business. Enfin, voilà, là je suis dans la spéculation. Mais techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Donc voilà, pour reprendre ce que tu disais, ça n'a pas se joué. C'est ce qu'on disait, hein. Je crois qu'il y a 3 semaines, un mois, où on a fait cette vidéo sur le Brexit ensemble. Voilà, le mal est fait. Les investisseurs maintenant, surtout cette année, ont été beaucoup plus secoués par le Covid que par le Brexit. Alors c'est vrai que sur la livre, on a quelques, quand même, quand on regarde le GBP USD ou l'euro GBP, ça reste des marchés extrêmement corrélés aux discussions qu'on a autour du Brexit. Là, regarde, par exemple aujourd'hui, les investisseurs étaient contents de voir que Boris Johnson avait fait une nouvelle proposition. Alors je l'ai pas encore lu, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais apparemment, il aurait fait une nouvelle proposition au bloc européen pour essayer de négocier un accord de dernière minute, ce qui dénote quand même de la volonté du Royaume-Uni. Je pense que les Anglais ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que ça ne serait pas dans leur intérêt de se séparer de leur premier partenaire commercial. Je pense ils savent très bien que même un deal avec les États-Unis ne les sauverait pas. Donc, je sais pas. Bon, alors après, ça c'est d'autres conversations, d'autres débats, on pourra en débattre, hein, mais si ça se trouve, ils vont négocier aucun accord avec. Les Européens, regarde les Russes, ils ont commencé à arrêter les échanges commerciaux ou diminuer les échanges commerciaux avec l'Europe pour se tourner vers l'Asie. Hein.
Donc c'est Ouais. peut-être pas, Ouais. Et c'est peut-être puis pas je la rappelle panacée, que c'est peut-être pas la panacée, hein, je crois l'Europe, hein. que non, 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 c'est pas ce que je dis. D'ailleurs, le Royaume-Uni a lui-même négocié un accord de libre-échange avec le Japon en août ou en septembre de cette Mhm. année, hein. Donc on voit quand même que le Royaume-Uni essaie de diversifier, de pas mettre toutes ses billes, tous ses œufs, Mhm. pardon, dans le même panier. Donc non, non, c'est absolument pas la panacée. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu vois, par exemple, si tu es chef d'entreprise et que tu as un très bon client régulier depuis des années et qui te fait du volume, bon, bah, tu auras tendance à lui accorder, enfin, tu seras plus enclin à lui accorder des conditions Mhm. un petit peu spéciales que à quelqu'un de nouveau avec qui tu n'as jamais dealé. C'est normal. Bah là, l'Europe, nous, on est les premiers partenaires commerciaux, et puis ça date pas d'hier, hein, ce que je dis, c'est historique, quoi. Mhm. L'Angleterre, alors c'est vrai que les Anglais, ils ont toujours été sur leur île, ils ont toujours été un petit peu Mhm. déconnectés, ils n'étaient pas dans Shenzhen, ils n'avaient pas l'euro. Enfin bon, ils font énormément de business avec le Royaume-Uni. Donc c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ouais. D'accord. Mais on verra ça l'année prochaine. Ok, donc ben, on a fait un peu le tour de tout de l'année 2020. Tu veux rajouter quelque chose ou? Non, bah oui, ouais, c'est difficile de rester concis avec autant de sujets à évoquer sur ces vidéos-là. Bien évidemment, s'il y a des choses qu'on a omis enfin, de discuter, hein, Mhm. faut pas hésiter surtout à nous les rappeler dans l'espace commentaire. Moi, je serais ravi de pouvoir répondre. Je les lis tous, hein, tous les Ouais. commentaires. Ouais, Même les j'aime bien méchants? ça. Ouais, Ouais, hein. j'aime bien les méchants. Ouais. D'accord. Non, Ok. ça fait toujours progresser, ça fait toujours progresser, donc faut pas hésiter. Et puis, bah, ce sera avec plaisir, Denis, si je peux te retrouver l'année prochaine pour Ouais. refaire une nouvelle rétrospective. Enfin, on va peut-être pas attendre la fin de 2021 pour se Mhm. revoir, j'espère pas en tout cas. Ouais. Mais ouais, ce sera avec plaisir qu'on pourra évoquer justement l'évolution des situations. Ok. Merci Pierre, merci pour tout. Merci à toi, Denis, et puis bon trading à toute la Merci, au communauté revoir, et Bitcoin. puis Au bonne revoir. fête de fin d'année à tous, et joyeux Noël, et puis Également à vous bonne tous. fête. Au revoir. Au revoir.